Frédéric, tu es acteur, scénariste et jeune producteur. Pour ceux qui ne te connaissent pas et qui savent pas trop ton parcours, ton histoire, qu'est-ce qu'on aurait besoin de savoir sur toi et sur ton parcours pour comprendre comment t'en es venu à faire ce que tu fais aujourd'hui? Je pense qu'il faudrait des heures pour parler de ça, mais si on devait synthétiser un petit peu tout ça, je suis devenu, comédien par hasard parce qu'il y avait une, profonde, timidité en moi et si tu veux, à l'époque, comme j'étais très cinéphile, je m'étais dit que faire du théâtre était le meilleur moyen, pardon, de pouvoir, changer, cette donne. Donc j'ai pris des cours de théâtre et ça m'a amené à désacraliser un peu tout ça et être repéré rapidement et avoir l'opportunité en fait de, faire du stand-up dans un premier temps avec une troupe, puis le Jamel Comedy Club, puis ça a enchaîné en fait, tu vois? J'ai trouvé un agent, j'ai passé des castings, j'ai fait des films. L'envie de changer d'image aussi, donc aussi, de créer. Donc j'ai écrit, Made in China, et là, j'ai monté ma boîte de production. Je coproduis, en fait, des projets qui me tiennent à cœur, que j'initie. Génial. Et je suis curieuse que tu nous parles un petit peu de ton background et juste pour que les gens comprennent, parce que tes parents ont une histoire assez incroyable, en tout cas de ce que j'avais compris par rapport à ce qu'ils ont vécu au Cambodge. Toi, quand tu étais, je pense, à l'école et que tu as vécu certaines choses par rapport au fait que tu sois asiatique et pas forcément que tu ressembles pas forcément aux autres. Comment est-ce que l'histoire de tes parents et ton background familial a impacté le parcours que tu as eu et l'éthique de travail que tu as jusqu'à aujourd'hui dans ce que tu fais, en fait? En fait, j'ai toujours pensé que mes parents étaient arrivés en France pour des raisons économiques. C'est-à-dire que, tu sais, la croyance que l'Europe, l'Occident était l'Eldorado. Donc mes parents, j'ai cru que mes parents étaient venus pour ces raisons-là, pour des raisons financières. C'est seulement à l'âge de 26 ans que, j'ai vu, un film qui s'appelle, S21 de Ritipan, qui met en lumière, en fait, ce génocide cambodgien qu'ont vécu mes parents, qui a exterminé 1,7 million de gens et sur 5 à peu près 5-6 millions. Heu, c'est énorme, C'est ouais, énorme. ouais et du coup, j'ai compris que mes parents étaient, et c'était la même période et que ça avait un impact dans leur vie. Donc je leur ai demandé, en fait, ce que c'était et là, j'ai vu des larmes, et j'ai tout de suite compris que c'était ça et à partir de là, j'ai compris que c'était pas, pour des raisons économiques, mais c'était, pour des raisons, politiques et complètement de survie, quoi et donc du coup, j'ai creusé un petit peu, j'ai compris que mes parents avaient marché, en fait, de Phnom Penh, capitale du Cambodge, jusqu'au Vietnam pendant 3 mois. Moi, je suis né là-bas, ils sont restés 1 an et demi au Vietnam, je suis arrivé en France après. T'avais quel âge quand t'es Je arrivé en suis arrivé, France? j'avais 6 mois. Mes Ok. parents étaient considérés comme réfugiés politiques. Ils ont demandé la nationalité française, on l'a eu et puis voilà, quoi. Mhm. Donc en fait, ça m'a motivé à me dire, à 26 ans, j'avais, vraiment à cœur de comprendre mon histoire, l'histoire de mes parents, parce que j'ai «grandi» entre guillemets avec un mensonge, tu vois? C'est-à-dire, c'était juste pour des raisons d'argent, en fait, tu vois? Pour level up un petit peu leur vie. Mais en fait, non, c'était juste un génocide. Enfin, juste, ils ont été chassés concrètement de leur cadre de vie. C'était des gens, c'était des bourgeois. Mon père parle 5 langues asiatiques, ma mère 4 langues asiatiques. Ils étaient staffés, ils avaient des chauffeurs, des cuisiniers, enfin, tu vois, Mhm. des gens à leur disposition. Et le déclassement social qu'ils ont subi en France a impacté en fait ma motivation à péter des plafonds de verre, quoi. Ouais, parce que ce que j'avais vu, c'est que tes parents, ils travaillaient plus, ils faisaient plusieurs jobs, non? Mon père a commencé, ouais, quand il est arrivé en France, il a fait 3 jobs. Il faisait du gardiennage, dans une banque le matin. Non, il faisait le ménage dans une banque le matin, il faisait du gardiennage le soir dans un hôtel et il travaillait en tant que manutentionnaire chez Carrefour. Chaud, hein? C'est incroyable, Ouais. c'est incroyable. Et ça, du coup, ça a dû te donner un exemple, quoi, de... Bah, c'est surtout de me dire: «Comment je peux me plaindre, moi, quand mon père a vécu tout ça?» Tu vois? Il connaissait pas la langue, il connaissait pas l'environnement, il connaît pas les us et coutumes et malgré ça, en fait, il est dicté que par un truc, c'est survivre et voilà. Mm. Moi, j'ai souvenir que quand mon père m'emmenait parfois le mercredi, parce qu'il devait tu vois, je devais rester un peu de temps avec lui, j'étais autorisé à passer du temps dans son lieu de travail. J'ai vu des gens, ses supérieurs hiérarchiques, le malmener, le maltraiter, avoir des rapports de condescendance incroyables avec lui et moi, j'entendais ce truc-là et je lui Mm. disais: «Mais comment tu peux laisser quelqu'un te parler comme ça?» et il me disait: «Mais si je dis quoi que ce soit?»
Sachant que la personne est plus jeune que lui, hein, tu vois. Si je lui disais quoi que ce soit, moi, je me fais virer, quoi. Et si je me fais virer, bah, je peux pas payer Des à manger, factures. les factures, tu vois, tout ça, quoi. Et ça, comment ça t'a impacté de voir ces scènes-là quand tu étais plus jeune? Oui, parce que c'est lié à d'une, cette différence physique, cette différence sociale, une différence d'environnement. En fait, tout ça fait que ben, tu te dis, bah, je suis pas dans une norme sociale et qu'il faut que je suis différent, tout simplement. Et on en parlait un peu en off, mais toi aussi, tu es devenu papa, depuis quelque temps. Comment est-ce que toi, ça t'a impacté de devenir papa? Qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ta vie? Ça a impacté énormément de choses. Je dis souvent ça depuis que je suis papa, j'ai un devoir d'exemplarité. Tu vois? C'est-à-dire que l'éducation que je donne à mes enfants, non seulement j'ai le sentiment d'éduquer mes enfants, mais à la fois, j'ai le sentiment de m'auto-réguler. C'est-à-dire de me donner une rigueur. Parce qu'entre ce que je vais dire et ce que je dois faire, je dois être cohérent. Et si je suis pas cohérent, j'ai peur que mes enfants me disent: «Ouais, mais attends, tu m'as dit ça, mais de côté, tu le fais pas, toi». Mmh. Typiquement, bon, c'est pas l'âge encore parce qu'ils ont 8 et 6 ans, mais si ma fille un jour me prenait à être à table avec mon téléphone ou quoi que ce soit et que je lui dis un jour quand elle aura son téléphone, lui dire: «Mais eh oh, qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone?» Elle va me dire: «Mais papa, toi tu le fais bien». Donc c'est tout le temps, c'est des petites choses comme ça où je dois toujours être cohérent, tu vois, par exemple, j'ai toujours promis à mes enfants que je leur mentirai jamais. Ouais, c'est une belle promesse, ça. Pourquoi c'est important pour toi, cette Parce que promesse-là? j'ai le souhait, j'aimerais avoir en fait cette possibilité qui est, qu'il y a un canal possible entre eux et moi. C'est-à-dire qu'un jour, s'il y a un problème, qu'ils puissent me le dire. Tu vois? Je les jugerai pas, je leur dis toujours: «Je vous jugerai pas, mais je préfère que vous me disiez la vérité pour que je puisse anticiper ou en tout cas intervenir le plus rapidement possible, s'il y a un problème, quoi». Tu vois? Ouais. Voilà. Parce que toi, tu sentais que tu pouvais parler à tes parents quand tu étais plus jeune? Non, parce que mes parents, déjà d'une, l'environnement, la culture était complètement différente. Moi, j'ai souvent dit, quand j'étais petit, j'avais le sentiment que mon palier, c'était une frontière et que quand j'étais chez moi, j'étais en Chine et à l'extérieur, j'étais en France, tu vois? Donc tous les jours, je changeais, de pays, parce que mes parents, l'extérieur était trop extravagant, était complètement différent pour eux. En plus, nous, dans la culture asiatique, on est très, entre guillemets, «communautaire», renfermé, il y a beaucoup de non-dits, tu vois? Il y a beaucoup de pudeur, non? Ouais, ouais, ouais et en ça fait que, ben, tu vois, j'ai toujours été étonné quand j'allais chez mes voisins, Thibaut et Natacha. Parfois, ils m'invitaient à dîner chez eux, moi, j'étais étonné que leurs parents disent: «Ça va, t'as passé une bonne journée?» Ah ouais, t'étais Ben ouais. étonné de ça? Ouais, mon père, quand j'étais petit, c'était, «Bon, bah, écoute, mets la table, va servir à manger. Une fois qu'on a fini de manger, ben, va faire la vaisselle, monte te doucher, fais tes devoirs» et en fait, mon père il me donnait des ordres, tu vois? Mmh. À aucun moment, on me demandait enfin, ouais, non, je pense pas, j'ai pas le souvenir qu'ils me disent, «Ça va, t'as passé une bonne journée?» tu vois? Ouais. Parce qu'ils étaient en mode survie, je pense. Ouais, donc en vrai, je leur en voulais au début. Maintenant, en fait, avec le recul, je me dis: «Mais à leur place, je ferais quoi?» J'aurais fait quoi? C'est extrêmement difficile et je mets au défi quiconque. On leur dirait, en fait, on fait un sondage, on dirait aux gens: «Mais voilà, vous avez la possibilité en un claquement de doigts de partir de chez vous, dans un pays que vous connaissez pas, dans un environnement que vous connaissez pas, une langue que vous connaissez pas, une culture que vous ne connaissez pas». Voilà. Mais je pense que 100 des gens diraient non, tu vois? C'est vrai. Marcher, en fait, pendant 3 mois dans un autre pays, en direction d'un autre pays, attendre dans un camp pendant 1 an et demi et ensuite, basculer dans un autre pays, ben, je veux dire, c'est terrible, quoi. Ouais, c'est vrai, complètement. Et comment, tu vois, le fait que toi, aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que tu as envie d'inculquer et de transmettre des choses différentes à tes enfants. Comment est-ce que justement ton histoire avec tes parents, elle impacte la manière dont ta relation avec tes enfants, en fait, et aujourd'hui, comment tu la vis? On en parlait un petit peu en off, mais Moi, par exemple, aujourd'hui, même avant d'avoir eu des enfants, j'ai pris les bons côtés de la culture asiatique et les bons côtés de la culture, française, dans laquelle j'ai baigné et je me sens profondément et même 100 français. J'ai fait un mix des 2 et j'en ai fait ma propre culture et pour pouvoir communiquer avec, ou transmettre en tout cas à mes enfants,
ce que j'ai gardé, en fait, dans cette essence-là. Et ça passe par la tu vois, perdurer, en fait, dans cette transmission des cultures, de la culture asiatique. Tu vois, quand je les ai, j'emmène 2 fois par mois mes enfants à la pagode pour se recueillir, transmettre les us et coutumes, tu vois, du bouddhisme, Mmh. ne serait-ce que par la pagode, la cuisine. Donc je me suis mis à cuisiner Ah, c'est asiatique. génial Ouais, ça. ouais. Passer du temps avec ma famille, pour que, tu vois, dernièrement, dimanche, bah, j'ai été chez ma mère et ma mère a un petit peu expliqué à ma fille qui a 8 ans, Heu, ben, son passé. Elle a montré tu sais, elle a sorti une boîte de chaussures avec des photos. Et comme elle voit pas beaucoup, sa grand-mère paternelle, pardon, elle était émerveillée, elle a posé plein de questions. Et moi, à côté de ça, j'étais observateur de ça et je trouvais ça chouette, cet échange-là, Mmh. tu vois? Mmh. Donc ça, c'était assez touchant. Et voilà. Et à côté de ça, j'essaie de dire à mes enfants que, en fait, tu vois, par exemple, tous les matins, enfin, les fois où je les emmène à l'école, il y a un truc que je fais, j'ai un rituel, c'est que je me mets à genoux, à leur niveau, et je leur dis: «Les enfants, n'oubliez jamais, amusez-vous, croyez en vos rêves et faites-vous confiance». Peut-être qu'ils comprennent pas aujourd'hui, tu vois? Mais peut-être que plus tard, je me dirai, bah, ils se diront plutôt: «Mais mon père, il avait dit des trucs, mais c'était ouf», tu vois? Mmh. Si tu plantes une graine magnifique Exactement. dès le matin et c'est la répétition qui fait que ils vont, la nourrir cette Ouais, graine et bah, ça j'espère. va mais Alors ça les saoule. Maintenant, ça les saoule parce que quand je les emmène, ils me disent: «Ah papa, c'est bon, ouais, j'ai compris». J'ai compris. Ils me le disent, hein. «Amuse-toi, crois en tes rêves et tu vois? ouais, Et après, on fais-toi peut y aller. confiance, Ouais. ouais. C'est beau, je trouve, c'est super beau et tu vois, on parlait, tout à l'heure du fait que, bah, en ce moment, tu es en train de vivre, un moment assez difficile où on t'a, refusé la garde de tes enfants et sur le fait que on met peut-être pas assez en valeur les papas qui veulent, réellement créer, construire un lien avec leurs enfants. Comment est-ce que tu le vis? Et ouais, qu'est-ce que tu aurais envie de partager sur ce sujet? Parce que je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui nous écoutent et En qui en fait, pour resituer un peu le sujet, je suis séparé de la mère de mes enfants depuis presque 5 ans. Voilà, c'est les choses de la vie. Quand on rencontre quelqu'un, il y a beaucoup de convergences qui se créent, il y a de l'amour. Voilà, on essaie de faire un bout de chemin ensemble, on croit en ça. Et malheureusement, la vie fait que, ben, tu vois, moi je dis toujours: «La personne que tu es aujourd'hui n'est pas la même qu'à 5 ans, et la personne que tu seras dans 5 ans ne sera pas la même qu'aujourd'hui». Donc avec le temps, il y a eu la divergence. D'un commun accord, on a décidé de se séparer, pardon. Après ça, moi, je me suis battu pour avoir une garde partagée, sans aller dans les détails et mettre à charge, en fait, la maman. En fait, on a tous les 2 tort dans le truc. Mais ce que je trouve dommage, c'est, tu vois, c'est l'intérêt des enfants. Et que l'intérêt des enfants, je pense, c'est de passer autant de temps avec le papa, en tout cas qui est désireux de ça, mmh. et de la maman. Et aujourd'hui, on est en divergence par rapport à ça, parce que, je les ai qu'un week-end sur 2, et 1 jour tous les 2 semaines et la moitié des vacances. En gros, si tu veux, je les ai 6 jours par mois. Et je trouve ça terrible. J'ai dû faire 3 procès, en fait, où j'ai perdu à chaque fois. C'est dingue C'est quand même. et j'habite à 400 mètres de chez la maman. Tu habites à Ouais, 400 ouais, mètres j'ai et tu peux déménagé à 400 mètres de chez la maman. Et j'ai pas réussi à obtenir ça. Et ce qui est terrible, je trouve que le système, judiciaire par rapport à ça, c'est injuste, tout mmh, simplement parce que déjà, d'une part, 95 des juges sont des femmes, et j'ai l'impression que c'est assez biaisé. Et de 2, j'ai le sentiment que on a évolué, en fait, avec cette croyance ancestrale que, parce que la mère, en fait, mettait au monde, l'enfant, elle était naturellement, en fait, le meilleur parent pour nos enfants. mmh. Alors que moi, j'ai vraiment le sentiment d'être un papa, ancré, pleinement conscience du rôle de papa, voulant être, un bon papa, éduquer ses enfants, partager des choses avec eux, être présent, parce que mon métier me permet d'être présent. Et malgré ça, en fait, j'imagine très bien, on peut pas faire du cas par cas, mais à la fois, on peut pas généraliser non plus, tu vois? C'est difficile d'être dans un juste milieu, mais de se dire: «Mais, voilà, j'ai le sentiment que, à partir du moment où tu es un homme dans l'inconscience des juges, en fait, c'est, «Ah non, il est pas fait pour être papa, quoi», tu vois? Donc cette garde va automatiquement chez la maman, et je trouve ça terrible, en fait. Ouais et c'est injuste parce que c'est vrai que tu as vraiment, cette,
cette conscience et cette envie de construire un lien avec tes enfants, ce qui est pas le cas de tout le monde, tu vois? Et je trouve que c'est trop dommage et je me dis: «Mais il doit y avoir des solutions pour, il doit y avoir quelque chose à faire, tu vois, pour ça, je Mais j'ai pense». perdu encore un procès, là, il y a 2 semaines de ça, donc je trouve ça terrible. Terrible, qu'on puisse pas, en fait, comprendre que C'est pour le les bien des enfants en plus. exactement, moi, je fais pas ça pour créer des soucis à qui que ce soit. C'est juste que pour le bien des enfants, même ma fille, mes enfants me le disent: «Mais j'ai envie d'être autant avec toi qu'avec maman» et moi, ce que je demande, c'est pas plus l'un que l'autre. Je demande juste l'équité, tu vois? D'être autant avec le père que la mère Mmh. et ce qui est dingue, c'est que en fait, sur Instagram, un jour, j'ai vu un post d'un je sais pas qui c'était, mais c'était touchant parce que je voyais une sorte de papa de dos, face à un peu ombré, tu vois? Et il y avait un discours d'une petite fille qui disait: «Papa, tu me manques», et cetera. Et ça m'avait profondément touché, tu vois? Et je Mmh. l'ai reposté. Bon, alors des gens, j'ai reçu une centaine de messages, je les ai pas tous lus, mais beaucoup de messages qui étaient, à 95 des hommes qui pensaient que c'était moi qui vivais ce truc-là, que c'était Mmh. la voix de ma fille, mais qui m'ont dit, tu vois, leur désarroi par rapport à cette situation qu'ils vivaient aussi, tu vois? Et j'ai le sentiment qu'en fait, on est hyper nombreux à vivre, ce genre d'injustice-là. Et je sais pas, il y a peut-être un truc à je sais pas, tu vois, dernièrement, j'ai vu, c'était madame, Doubtfire, c'est ça? Oui, Ouais, Doubtfire. Doubtfire, ouais, et je l'ai vu avec mes enfants. Ouais. Et j'ai trouvé ça super parce que j'avais envie aussi qu'ils comprennent que, tu vois, je vais pas partager non plus, ce que je vis parce qu'ils sont trop petits, Mmh. Ils pour ont quel comprendre. âge? Ils ont 8 et 6 ans. Mais en tout cas, leur faire prendre conscience que je me bats en fait, à mon échelle pour passer du temps avec eux, tu vois? Ouais et puis, je trouve que ça touche un sujet peut-être encore plus vaste de après je sais pas si tu veux qu'on aille sur ce terrain parce que c'est un terrain qui est un peu sensible, mais Mmh. ce sujet d'un peu du féminisme et de cette volonté des femmes à avoir une certaine égalité avec les hommes, mais il y a peut-être pas la même, sur certains sujets spécifiques, la même équité, la même égalité tu vois? C'est vrai que si c'est une femme et vu que c'est la femme qui met au monde l'enfant, bah, du coup, c'est un peu comme si l'homme était d'un coup discrédité. Alors que le rôle de l'homme, il est aussi important, que la femme et que justement, si on veut une forme d'égalité, bah, il faut une certaine égalité un peu partout, Oui, aussi. mais pour des gens qui, comme moi, Le veulent, veulent, tu vois? oui. Moi, j'entends, des papas qui se disent: «Ah non, moi, ma carrière, c'est plus important. Comment tu veux que je les garde, j'aille les chercher parce que je suis au bureau à 16h30 et cetera». Mon métier me le permet, Mmh. donc du coup, tu vois, j'ai montré à la juge que en gros, je dois tourner 40 jours par an. Sur 365 jours, je suis plus dispo que n'importe qui, en fait, Ah oui, oui, c'est tu vois? rare, hein, donc Et ouais. ben, factuellement, tu prouves ça, malgré tout, en fait, j'ai quand même perdu. Mais, mais ouais, et après, je pense qu'il y a des juges qui sont face à des papas qui sont, tu sais, après, c'est du cas par cas, il y a des affaires beaucoup plus graves. J'imagine, en fait, tu vois, de la violence à l'intérieur de ça, ou des papas, il y a peut-être tu vois, des problèmes d'autre ordre, tu vois, des problèmes d'alcool, de violence, j'en sais rien, et que peut-être, en fait, il vaut mieux écarter, en fait, le père sur certains aspects. Mais un papa, enfin, qui, comme moi, demande juste, enfin, moi, j'ai le sentiment d'être sain, je bois pas, je fume pas, tu vois, moi, j'ai une vie normale, mais malgré tout, euh, ben, qu'on me donne pas la possibilité d'avoir cette équité-là. Ouais, je comprends et franchement, moi, je trouve ça en tout cas très injuste et je me demande comment est-ce que tu le vis? Parce que je sais que tu es quelqu'un qui travaille beaucoup sur toi, qui a beaucoup de conscience, personnelle, c'est quoi Euh, les leçons que tu en tires? Comment est-ce que tu le Alors, comme je suis en plein traverses? dedans, c'est très Ouais. compliqué, j'avoue, parce que comme ça m'affecte beaucoup dans mon quotidien, je cogite vachement par rapport à ça. C'est vrai que dans l'aspect travail, c'est compliqué parce que j'ai du mal à créer, comme je coécris en fait des Mmh. projets avec mes co-scénaristes. Mais bon, après, j'essaie de faire la part des choses aussi, mais dans ton quotidien, ouais, c'est plus compliqué. Est-ce que tu as, Et puis dans ton entourage aussi, tu vois. ouais. Ils le voient comment tu es affecté. Les gens, tes amis, ils ont envie de t'aider, mais ils sont impuissants. Et je les vois, et d'ailleurs, je les salue Mmh. quand ils regarderont ça, s'ils le regardent. Euh, ils sont formidables face à cette impuissance, tu vois.
T'as des Et bons amis, tu te sens ouais, bien ouais, ouais, entouré. ouais, ouais, ouais. Ouais, J'ai ça les c'est mêmes amis depuis 20 ans, donc waouh, c'est trop bien. ouais. Ça c'est beau, ouais. Non, mais je comprends, Non, hein. non, mais vraiment, c'est compliqué. Après, bon, ça fait 5 ans maintenant, je suis un peu plus rodé et je crois que je suis arrivé à un stade d'acceptation, tu vois? Me dire, en gros, concrètement, bon, voilà, c'est dur, mais c'est dur par rapport à moi parce que on me prive, entre guillemets, de plus voir mes enfants. Mais concrètement, mes enfants, ils sont pas en danger, ils sont en bonne santé, ils sont dans un cadre, tu vois, plutôt cool, donc tout va bien, tu vois? L'idée pour moi, c'est de me focaliser sur les moments que je passe avec eux. Donc c'est très qualitatif, tu vois? J'essaie de travailler très dur pour boucler en fait, tout ce que j'ai à faire parce que quand je les ai, c'est du temps, à 100 consacré à eux et donc on fait plein d'activités, on fait plein de choses. Je suis très présent avec eux. Voilà, je me focalise sur ça pour que plus tard, ils se disent: «Mais mon papa, Mmh. il a toujours été là, quoi». Ouais et surtout, il a toujours voulu être là. Mmh. Ça, je trouve que c'est beau et c'est ouais, Tu vois, c'est typiquement, je mmh, t'interromps, ouais. il y a des fois, il y a des gens qui m'arrêtent dans la rue quand je suis avec eux et qui me demandent une photo et moi, je les refuse. Et ils me disent: «Mais non, mais pourquoi?» Je dis: «Bah, parce que je suis avec mes enfants» et ils me disent: «Mais non, mais vous inquiétez pas, je vais pas prendre mes enfants vos enfants en photo». Je dis: «Bah, heureusement». Mais Manquerait plus mais que ça. mais ils me disent: «Mais pourquoi alors dans ce cas-là?» Je dis: «Parce qu'en fait, moi, mes enfants, je les ai pas tout le temps. Là, je suis avec eux et c'est du temps avec eux et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant vous, il y a peut-être 15 personnes qui m'ont demandé la même chose et après vous, il y aura peut-être 15 personnes et si on accumule tout ça, en fait, c'est du temps que j'ai en moins avec eux et j'ai pas envie que mes enfants grandissent plus tard en disant: Mais papa, hein, il était connu et ben, moi, j'ai le souvenir d'un papa, tu vois, j'ai pas envie qu'ils se disent: Bah, j'ai le souvenir d'un papa qui, quand on le sollicitait, il nous lâchait la main pour faire une photo. Je préfère Mmh. qu'ils se disent: «Bah, moi, j'avais un papa, il était connu, on l'a raté peut-être 30, 60 fois par jour, mais il nous a toujours privilégiés. Il a toujours refusé pour garder, en fait, du temps avec nous». Je trouve ça magnifique et je trouve ça tellement rare, franchement, mais après, tu vois, ça je trouve que tu es quand même, vachement humble aussi, dans ton succès ou dans ce que tu as créé, tu vois, le parcours que tu as eu et justement, je serais curieuse de savoir comment, qu'est-ce qui t'aide à avoir cette humilité et cet ancrage? Parce que tu es vachement ancré dans tes valeurs, tu vois? Tu pas l'air de te laisser un peu happer justement, parce qu'il y a plein de gens qui pourraient, même pas faire attention à ça et dire: «OK, bah, c'est juste une photo et puis voilà». Qu'est-ce qui t'aide à rester humble et ancré dans ces valeurs-là? Alors, humble, c'est toi qui le dis, Oui, oui, moi je te trouve humble quand même. moi, je me mets dans le curseur, dans le prisme de mes enfants, tu vois? J'essaie de mettre à la place de mes enfants et de façon générale des autres pour pouvoir, en fait, décortiquer, comment je dois agir, tu vois? Et comme je t'ai cité tout à l'heure l'exemplarité, heu, c'est de plus tard avec que mes enfants aient ce souvenir-là et puis je pense que les enfants, surtout entre 8 et 6 ans, c'est des éponges et comment tu vas te comporter va impacter en fait, leur évolution et leur construction. Donc, si, j'ai un comportement qui est pas, entre guillemets «exemplaire», bah, ils vont se dire: «Bah, c'est une norme en fait». Alors que si je suis exemplaire, ils se diront, «Bah, c'est peut-être ça en fait le truc». Mes parents ont été, très durs avec moi, je leur en aurais voulu beaucoup, beaucoup quand j'étais petit parce que je les trouvais trop stricts. Mais en vrai, grâce à ça, ça m'a donné une certaine rigueur, une certaine structure. Heu, Tu vois, mes parents, ils étaient très à cheval sur la politesse. Je Mmh. suis très à cheval sur ça avec mes enfants. Dernièrement, on était chez des amis là, en vacances, et mes amis ont dit: «F mais tain, tes enfants, ils sont super bien éduqués, quoi». Tu Mmh. vois? Ça fait plaisir. Ah, ça fait trop plaisir. Bah, ouais, c'est des belles valeurs, je Ouais, trouve, ouais. et c'est intéressant de voir que tu es aussi, intéressé et vraiment, tu as l'air de vachement t'éduquer sur la parentalité consciente. Comment, qu'est-ce Ouais. qui tu vois? Qu'est-ce qui t'a amené à Parce que je crois que c'est parce que je les vois pas assez et du coup, ça m'oblige à moi, quand je les vois, d'être, de me dire d'avoir cette conscience de dire: «Attends, qu'est-ce que je vais laisser comme trace?» Tu vois? justement, c'est quoi les valeurs et les choses que tu veux le plus leur transmettre? Et ça me fait ça me donne un pont avec une question que je voulais te poser, justement, qui est: qu'est-ce que tu penses qu'on devrait enseigner et transmettre aux enfants à l'école, qu'on transmet peut-être pas forcément aujourd'hui? Je sais plus qui disait ça. Attends, comment il s'appelle le créateur de Camelot? Alexandre Astier? Ouais, il a Ouais. dit un truc que j'ai trouvé fantastique. Je crois que c'est lui qui a dit ça. «L'école est un endroit où on t'instruit et à la maison, on t'éduque».
et je trouve ça très fort. C'est quoi la différence qu'on fait entre les deux? Ben, instruire, c'est, faire des maths, de la physique, de l'anglais, voilà, de la géographie, du français, de la grammaire et à la maison, c'est une éducation. C'est comment, se comporter, en fait, dans la vie, comment, heu heu, voilà, les valeurs qu'on inculque, le quotidien, quoi. C'est Comment comment traiter les être, autres? tu Ouais. vois? Comment être, vivre, en pleine conscience, quoi, tu vois? Mmh. Parce que l'école, ça va t'apprendre des choses, ça forge un cerveau, tu vois? Ça forge une analyse, peut-être. Mais tout ce qui est lié, en fait, à l'émotion, à l'autrui, bah, ça, c'est à la maison. Ça, c'est les rapports humains. C'est comment, avec tes parents, ta famille, tes amis, en fait, comment on se comporte, comment tu dois, tu vois? Complètement. Et j'ai trouvé ça joli, en fait. C'est très joli et c'est très vrai. En plus, c'est très, très vrai. On n'apprend pas forcément ces soft skills, à l'école, en fait, Ouais. le savoir-être. Est-ce que le fait d'avoir, de t'être lancé dans l'acting, dans le stand-up, maintenant d'écrire, d'être scénariste et producteur, est-ce que ça t'a aidé justement, toi, à améliorer la qualité de tes relations, de ton intelligence émotionnelle, de ta compréhension de la nature humaine? Comment est-ce que ça a impacté cette intelligence humaine et sociale que tu as aujourd'hui? Le fait de faire le métier que tu fais? Incarner un personnage, c'est décortiquer, en fait, son background, tu vois? C'est, moi, j'ai le sentiment que, quand je dois incarner un personnage, bon, ça dépend, quel personnage. Je vais pas faire ça pour tout et n'importe quoi, mais sur certains rôles que je vais interpréter là, c'est d'aller en profondeur, de se dire: «Mais c'est quoi, ouais, c'est quoi son background? C'est quoi son qu'est-ce qu'il a vécu? C'est quoi les traumatismes? C'est quoi les faits durs qu'il a pu avoir? Quel est l'héritage, heu familial qu'il a pu avoir, qui ont un impact sur, l'homme qu'il est aujourd'hui?» Parce que je suis convaincu que la personne que tu es aujourd'hui est complètement liée, en fait, à la transmission de tes parents, quoi, tu vois? Mmh. Et de ton passé et l'évolution que tu as pu avoir, en fait. Tout est parfaitement lié, en fait, à ça. Donc je me pose ces questions-là et fatalement, ça a un lien avec, les relations humaines. Heu, quand je bosse avec mes co-scénaristes, c'est ça, c'est décortiquer, en fait, l'historique d'un personnage, d'une histoire, d'une famille et comment on essaie de raconter une histoire dans des Mmh. thématiques, qu'on a choisies, quoi. C'est quoi qui rend une histoire intéressante pour toi? Moi, je me pose la question, Moi, je pense que c'est l'universalité. C'est, des choses complètement banales. Tu prends un vecteur, tu vois? Typiquement, quand je prends mon film Made in China, le vecteur d'entrée, c'est la communauté asiatique, mais au final, les thématiques que tu évoques là-dedans, c'est universel. C'est, la transmission, la paternité, ça pose la question de qu'est-ce que c'est être français avec une double culture? Tous ces choses-là, en fait. Heu et ça en fait un film, qui va toucher, en fait, le plus de monde possible. ouais, c'est aussi l'identification qu'on peut avoir au personnage. Est-ce que pour toi, raconter une histoire, regarder un film, lire un livre ou peu importe, est-ce que c'est un vecteur de transformation? Ça dépend, mon mood, en fait, si j'ai envie de légèreté, donc je vais lire des trucs plus légers ou voir des trucs plus légers, même de la musique. Après, quand je suis dans un process de création, donc j'ai besoin d'être inspiré, donc je vais voir des films ou des séries qui sont liées à la thématique. Mmh. Tu vois, typiquement, en ce moment, je travaille sur un projet sur le corps militaire. OK. Du coup, je regarde beaucoup de vidéos qui sont liées à ça, quoi, tu vois? OK. Donc pour comprendre la genèse, pour comprendre leur mindset, pour comprendre, leur process et de retranscrire tout ça dans mon projet. Et est-ce que tu t'inspires de parce que tout à l'heure, tu me disais, tu vois, avec ce que tu traverses en ce moment et tu en plein dedans, que, bah, ça occupe beaucoup de place dans ton esprit et que du coup, bah, peut-être que c'est plus difficile aussi à certains moments d'être vraiment inspiré et cetera. Est-ce que parfois, tu te bases sur des choses que tu vis Complètement. pour écrire, tu vois? Parce que même là, avec ce que tu vis, je me dis que tu pourrais peut-être en créer une histoire qui pourrait toucher et qui pourrait peut-être En éveiller les en consciences. vrai, j'aimerais beaucoup écrire un film parce que j'ai eu c'est beaucoup de témoignages de papa, en fait, qui vit la même chose que moi sur, heu,
ce que vivent beaucoup d'hommes, tu vois, par rapport à ce phénomène de société où on met plus en avant la mère que le père. Je dis pas, l'idée n'est pas en fait de faire une concurrence ou de mettre en guéguerre en fait les hommes et les femmes, c'est juste d'avoir une équité en fait dans ça. Et je crois profondément que ben, le cinéma, l'art a le pouvoir en tout cas de faire bouger les curseurs et changer les lignes, faire bouger les lignes, pardon. Et du coup, j'aimerais vraiment, bah, faire prendre conscience aux gens qu'il y a beaucoup de papas qui souffrent de ça, tu vois? On m'a raconté une fois qu'il y avait un papa qui a voulu se suicider en fait, qui s'était tu vois? Parce qu'on lui a enlevé la garde de ses enfants. Donc le seul moyen qu'il a eu, je crois que c'était il est monté dans une tout en haut d'une grue pour se jeter. En fait, ça a créé en fait, un engouement. Il y a eu des médias qui sont arrivés et il a pu ventiler en fait sa peine. C'est dingue quand même Ouais, d'en arriver à là, ça me rend dingue. Moi, je trouve ouais. que c'est tellement pas normal. C'est tellement pas normal. Enfin, je veux dire, c'est juste de la logique en fait. Comme tu disais tout à l'heure, s'il y a de la violence, s'il y a des choses, évidemment, même si le père ne veut pas prendre une partie de la garde ou autre, bah en fait, c'est logique. Mais là, quand le père a la possibilité, a la volonté de le faire, je trouve ça mais hallucinant, tu Mais vois. tu vois, c'est ça qui est je trouve injuste, c'est qu'on me met dans j'ai le sentiment, c'est moi, hein, qu'on me met dans le même, carcan que des gens violents, alcooliques, qui ont des problèmes, tu vois, qui pourraient, impacter l'éducation des enfants. Pourquoi? Parce que t'es un homme, du coup. Ben, peut-être parce qu'il y a ça, peut-être parce que, je suis connu, tu vois? J'en sais rien, mais quoi qu'il en soit, quand tu es désireux de pouvoir être présent, en fait, pour tes enfants, qu'on t'enlève ça, je trouve ça hyper injuste, quoi. Ouais, c'est tellement injuste et c'est pour ça que je te disais, à mon avis, le fait que tu puisses peut-être, transmettre ça à travers une histoire ou quelque chose qui peut vraiment Ouais, toucher j'ai les vraiment gens. envie d'écrire un truc parce que, le dernier film que j'ai vu, qui retrace un peu ça, c'était un film avec Manu Payet. Putain, c'était quoi ce film? Il y avait, Audrey Lamy et Manu Payet. Bon, c'était un film fantastique où, ils se séparent. C'est un couple qui bat de l'aile, ils se séparent et lui, il se retrouve à tu vois, c'est un producteur de musique, donc il est pas souvent là, il est sur la route et cetera et il se retrouve avec ses enfants et c'est hyper touchant parce il Mmh. sait pas faire une omelette, il sait pas faire, rien du tout, quoi. Et au fur et à mesure, ben, il évolue. Avec la présence des enfants, ben, il devient un super papa, il prend conscience de son rôle de papa et c'est génial, tu vois? Mmh. Heu et et à contrario, un des derniers films que j'ai vu qui traite de ça, c'est, Jusqu'à la garde, ça s'appelle. C'est Jusqu'à la garde. Jusqu'à la garde. Là, ça parle d'un papa d'une séparation qui se passe mal, d'un papa, voilà, qui vit de plus en plus mal, en fait, je pense, cette séparation, qui n'est pas de son fait et de plus en plus mal, en fait, de pas voir ses enfants. Ça le rend tellement malade qu'à un moment, il bascule dans une violence atroce, quoi, Mmh. jusqu'à, péter la porte de son ex-femme, avec les enfants qui sont là-bas, prendre un fusil de chasse, tu vois? On en vient à ça, tu vois? Et je vais pas cautionner ça, mais je dis juste que, au même titre que la personne qui est montée sur une grue en voulant se suicider, en Mmh. fait, bah, on arrive à pousser, en fait, les gens à faire des conneries, quoi, tu vois? Ouais et moi je trouve il y a vraiment un sujet sur, le fait que après c'est vraiment mon point de vue, ça n'engage que moi, mais je trouve que on est allé à un niveau où, bah, je trouve que le féminisme a eu énormément de bienfaits, qu'il y a eu beaucoup Bien sûr. d'avancées et que ça a été incroyable, à plein de niveaux. Mais en même temps, je trouve qu'il y a des mouvements peut-être annexes qui se sont créés, où on arrive à un stade où si une femme dit quelque chose, ce sera presque immédiatement 100 fois plus pris au sérieux Une que vérité. ouais, C'est que presque une vérité, c'est en une fait. vérité absolue parce que c'est une femme et je trouve qu'il y a vraiment un déséquilibre extrême qui s'est créé en fait où aujourd'hui, c'est quand même assez dingue et là encore c'est mon point de vue, c'est moi qui vraiment vous partage mon point de vue, mais il suffit qu'une femme, je sais pas, ait un problème avec un homme, qu'elle aille dire, bah, il m'a violée, il m'a agressée sexuellement, que c'est fini en fait. L'homme, même s'il n'a rien fait, alors attention, bien sûr qu'il y a énormément d'agressions Voilà, c'est sexuelles ce que qui ont j'allais te dire. lieu. C'est nécessaire parce que enfin,
C'est nécessaire qu'il y ait un changement en tout cas, C'est parce qu'il y a eu absolument trop nécessaire. d'abus. Mais le problème, Mais ça amène quoi? Ça amène des trucs, bon, heu, tu vois, sur les projets maintenant, de films qui coûtent des millions, on a, heu, c'est prévu en fait qu'on a une formation ou en tout cas une prise de conscience. On nous envoie des moi j'ai dû faire je me rappelle sur un projet Netflix, j'ai dû faire un Zoom de 3 heures avec quelqu'un qui nous explique comment se comporter, tu vois? On m'a conseillé voilà, si tu dois prendre l'ascenseur, il vaut mieux que vous soyez 3. S'il y a quelqu'un qui doit venir dans ma loge, il vaut mieux qu'on soit 3. Hem, heu, si, pour qu'il y ait un témoin aussi, non? ouais, voilà, Ouais, ouais. tu vois? Tu vu l'histoire avec, Blake Lively? Non, je suis en détox total, Ah OK, depuis quelque OK, temps des réseaux, donc je suis au courant de rien du tout, quoi. OK. Mais vas-y, je t'écoute. Bah, en fait, Blake Lively, elle a fait un film avec, oh, comment il s'appelle? C'est, le réalisateur du film qui a aussi, le rôle principal avec elle. Je me rappelle plus de son nom. En fait, tout se passait bien, ils ont lancé le film, ils ont fait une avant-première, avec, beaucoup de presse et cetera. Ouais, Sauf que le réalisateur, il était vachement mis, de côté et on comprenait pas ce qui se passait. En fait, petit à petit, elle a commencé à l'accuser d'agression, sexuelle, montrer que enfin, expliquer qu'ils étaient seuls justement dans sa loge et cetera et cetera. Et en fait, ça s'est pas passé comme elle l'imaginait parce que ça s'est totalement retourné contre elle et il y a eu beaucoup de preuves en fait que ce qu'elle disait était faux. Après on sait jamais, mais bon voilà. Et et en fait ça a été une histoire qui a fait mais un buzz, un bruit pas possible sur les réseaux, sur tout internet, hem et où elle s'est retrouvée dans une situation où ça s'est retourné contre elle et en fait, c'est allé à ce point-là, en fait, de voir que ce mouvement MeToo, il est allé à un niveau où, tu vois, si en tout cas lui n'a rien fait, ce qui s'est passé, c'est assez hallucinant. S'il n'a rien fait, s'il a fait ce qu'elle a dit, c'est très bien qu'elle le dise, mais si c'est pas le cas et qu'il y a eu des désaccords parce que, bah, tu vois, dans un contexte de travail, on n'est pas d'accord, j'aime pas que tu aies du pouvoir sur moi et que tu me dises quoi faire, bah, je suis une femme, je dis que tu m'as agressée c'est sexuellement. exactement ça. C'est-à-dire que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, j'ai le sentiment que ça dépasse certaines choses où, à un moment donné, une femme peut juste dire, ventiler le fait que cette personne-là m'a agressé sexuellement, ou je me suis senti. Mais l'autre, c'est pris comme une vérité, quoi, presque, tu vois? Et qu'est-ce qu'on fait de ça après? Qu'est-ce qu'on fait, en fait? Le mal est fait et après, ben, toi, tu dois ramer pour prouver, en fait, que tu as rien à voir avec ça. Mais il y a un résidu de cette image-là qui est gardé, en fait, sur toi. Et toi, ta réputation. Ouais. Et ça te coûte, des opportunités, des plein de choses, en fait, c'est mais donc ouais, je pense que ce serait intéressant de faire une histoire enfin, de créer quelque chose ou de C'est en tout cas en réflexion, en moi. Moi, sur ma carrière, par exemple, parce que je trouve intéressant, en tout cas pour mon cas, c'est que j'ai commencé dans la comédie, alors que c'était pas du tout mon truc. Et j'ai fait le Jamel Comedy Club, mais c'est parce qu'il y avait rien à l'époque pour moi. Donc j'ai été, estampillé, labellisé dans ce truc-là. Après j'en ai fait d'autres et j'ai choisi ce truc-là, mais il y avait que ça. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce truc-là, sauf qu'à un moment, quand tu prends la décision de basculer vers autre chose, c'est plus compliqué. Tu vois, par exemple, il y a des projets, bon, ça y est, ça commence à être acté, mais j'ai dû disparaître des écrans pendant presque 2 ans pour effacer cette image-là, tu vois, mmh. et pour Cette revenir. image de l'humour? Ouais, et puis j'ai fait partie d'un label très, très puissant qui a eu un gros succès, qui est Qu'est-ce qu'on a fait au bon d'abord Dieu? le Jamel Comedy Ah Club, oui. ensuite, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Et ce personnage, qui est, que j'incarne dans cette trilogie, de Chao, il m'est collé à la peau, quoi, tu vois? Mmh. Ce qui est difficile, c'est que ce personnage, il a rien à voir avec moi, quoi. Et c'est marrant parce qu'il y a un jour, il y a un journaliste qui m'a dit: «Voilà, quel a été le personnage le plus difficile que vous avez eu à incarner?» Et ben, c'est celui-ci. J'ai dit: «C'est Chao dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu?» Et ils m'ont dit: «Ah bon, c'est incroyable parce qu'on adore ce film, il est ca» oui, non, mais c'est pas la question. La question, c'est quel est le personnage le plus difficile? Et celui-ci, il me demande pourquoi, je dis: «Mais c'est simplement parce qu'il est à l'opposé de qui je suis». Voilà, et c'est quelqu'un
une sorte de bouffon, suce-boule, lèche-botte, tu vois? Et moi, dans ma vie, je suis pas du tout comme ça. Et ce qui est dingue, c'est qu'il y a des gens qui font l'amalgame avec ça, et dans la rue, ça m'est déjà arrivé tu vois, qu'on ait cette familiarité-là, Ouais. et j'ai dû recadrer des gens. Ça, moi, je trouve ça fascinant Ouais, dans l'acting parce que parfois, je regarde des films ou des séries et j'ai vraiment la même réflexion où je me dis cette personne incarne tellement bien ce personnage, c'est tellement un bon acteur que mon cerveau aurait du mal à dissocier l'acteur du rôle qu'il est en train de jouer. Et pour moi, ça montre aussi un certain skill, tu vois, une certaine compétence d'acteur, d'acting, tu vois. Mais ça doit ouais. être pas évident, je Non, pense. vraiment, c'était compliqué. Je me rappelle, quand le premier assistant disait: «Bon, allez, on va y retourner, allez, mise en place», et moi, j'étais là: «Bon, allez». Comment tu Je fais? reviens dans ce personnage que je déteste, donc je me remettais dedans et ça m'insupportait, quoi. Est-ce que ça te déclenchait? Est-ce que c'est comme si un peu c'était. Non, mais en fait, c'est pas grave, c'est juste qu'il est vraiment à l'opposé de moi. Tu vois, tu me demanderais de faire un serial killer, bah, vas-y, c'est chaud parce que c'est galvanisant, en fait, Mhm. d'être dans un truc que tu connais pas, tu vois, qu'est-ce que c'est d'être dans la tête d'un tueur, pourquoi il en arrive là, tu vois, de décortiquer comment il est Sa arrivé. Ça, psychologie, parce ouais, que sa mais psychologie est être un intéressante. bouffon, en fait, Ouais. voilà. Ou peut-être que j'étais plus dans cette phase-là, j'avais plus envie de ça, tu vois. Et alors, attention, hein, je suis très reconnaissant du bon Dieu, je suis très reconnaissant d'avoir fait ce film-là. Je suis très reconnaissant de la visibilité qu'il m'a donnée, hein, mais à côté de ça, c'est vrai que c'était difficile pour moi de rentrer dans ce personnage parfois. Comment tu faisais pour rentrer dans le personnage? Est-ce que tu avais des rituels, des choses Pourquoi je te pose cette question? Parce que pour ceux qui nous écoutent et qui ont parfois, en plus tu nous as dit que tu étais un ancien timide, je pense que ça peut aider certaines personnes de se dire que bah parfois tu t'es pas obligé de te sentir confiant ou de te sentir aligné à 100% à la personne que tu as envie d'être. Parfois, tu peux vraiment essayer de l'incarner un peu comme un acteur, tu vois. Comment tu fais pour rentrer dans la peau d'un personnage que tu n'es pas ou que tu n'es pas encore, ou tu vois, si tu as envie d'incarner quelque chose de différent? Alors, je sais pas vraiment, mais il y a un moment qui est magique, je trouve, c'est le action. Ok. En fait, le action pour moi, je suis plus du tout moi, quoi. Alors typiquement, là, je viens de faire un projet où j'étais terrorisé par ça, c'était la première fois que je faisais ça, c'est des scènes d'intimité. Hmm. Ça, c'est intéressant. Et si tu veux, c'est pareil, c'est-à-dire que j'étais alimenté de plein de de questionnements, tu vois? De pudeur, de frayeur, et je me suis dit: «Bah, attends, c'est mon taf, donc heu, voilà, tu vas», et c'est vrai que le action, en fait, j'oublie tout, quoi. En fait, c'est comme un ancrage Ouais. psychologique. Ouais, ouais, et après il y avait des accessoires, le costume joue beaucoup et les accessoires jouent beaucoup, pour moi en tout cas. Hmm. Ce personnage-là de Shao, il avait, ses costumes 3 pièces, tu vois? Sa coupe gominée un peu, donc quand je me voyais dans le miroir, je me disais: «C'est pas moi», C'est trop donc intéressant, ça ça, je ça trouve. ça jouait. Et dans les scènes d'intimité, là, bah, déjà j'en ai parlé en fait avec ma partenaire. Ça, c'est bien. Hmm. J'ai tout de suite ventilé le fait que j'étais pas à l'aise, là-dedans, donc ça l'a touchée, en tout cas ma démarche, et elle m'a dit: «Mais t'inquiète pas, en fait, si tu as besoin de quoi que ce soit qui puisse te mettre à l'aise, on en discute plus amplement, même avec la réalisatrice, qui est venue aussi», et donc Hmm. voilà, et au final, ils m'ont mis à l'aise et ça s'est très, très bien passé. Et il y a des coordinateurs. Absolument. Ah Ouais, il ouais, y a des ok. coordinateurs qui sont là. Ok, Ouais, ok, ouais. parce que j'avais entendu parler de ça dans des films, qu'il y avait des coordinateurs d'intimité, donc c'est Ouais, ouais, intéressant. ouais, ouais. Et ça va, ça s'est bien passé, parce que tu sais que je pense que tout le monde se pose la Non, question très bien. Écoute, les sur gens ce qui étaient genre au de scène. combo qui m'ont dit: «Bah, franchement, ça s'est pas vu du tout». Ok, bah Ouais, OK. génial, tu vois. Ouais, ça c'est un truc. Et je suis curieuse de savoir, tu vois, tu m'as dit que tu étais un ancien timide et que bah, du coup tu as commencé dans l'humour, etc. Est-ce que tu considères que tu as toujours été drôle? Et est-ce que tu penses qu'on peut apprendre à être drôle? Alors non, alors moi, je vais te donner une anecdote,
qui va, qui va répondre à ta question. Mes potes, quand ils sont venus me voir la première fois que je suis monté sur scène, ils étaient plus flippés que moi. Ils étaient plus flippés que moi parce qu'ils se disaient entre eux déjà, mais depuis quand il est drôle, Fred? Tu vois? Ah, sérieux? Ouais, mais en vrai, c'est juste un texte que j'ai écrit qui était drôle parce que j'étais quand même inspiré par plein d'humoristes à l'époque et c'est vraiment un mécanisme, je trouve, entre guillemets, pas un mécanisme, mais une rythmique, tu vois? L'humour? Ouais, Ouais, je ouais. trouve que c'est une musicalité qui est très particulière et du coup, pour en avoir avalé pas mal, je me suis, mis dans cette rythmique-là et après, tu vois, l'humour, c'est pour moi, tu vois, j'étais inspiré par Jamel, Gad et cetera et ce qu'ils racontaient un peu, j'avais le sentiment que c'était les mêmes ressorts. C'est-à-dire que raconter ma vie en tant que Français d'origine asiatique, arrivant dans un environnement qu'ils ne connaissaient pas, forcément, l'entrechoc était comique. Donc c'était plutôt ça, raconter, tu vois, ce que vit mon père, à travers, l'extérieur et moi, ma relation avec mon père et ma mère. Et voilà, donc j'ai joué, j'ai fait un carton et mes potes, ils m'ont avoué après qu'ils étaient terrorisés pour Et ils moi, te l'ont quoi. pas dit avant? Non, Ça, non, c'est des bons ouais, amis, ouais, ça. ouais. Ça, c'est super. Non, mais tu vois, je te pose la question parce que je pense qu'il y a plein de gens qui se disent: «Mais je suis pas drôle, donc je pourrais jamais être drôle», tu vois? Et qui peut-être, se sentent, pas forcément confiants à cause de ça, parce que Ap l'humour, ça reste, Ouais, mais il y quelque a chose différents qui types d'humour, tu vois? Il y a de l'humour qui est de la vanne, il y a de l'humour, tu vois? Moi, je trouve que, quand tu regardes, Coup de foudre à Notting Hill, Hugh Grant, il est pas drôle, il est maladroit, mais sa maladresse en fait quelque chose de drôle, tu vois? Et ça, c'est un autre type d'humour. Je trouve ça c'est un humour que j'adore, moi. Et voilà. Bridget Jones, c'est pareil, tu vois? Ça en devient touchant. mmh. Hem, Après, ça dépend de la sensibilité des autres aussi, tu vois? Il y a des humours, l'humour, c'est comme un langage, c'est si tu adhères à ce langage-là ou pas. Il y a des et du coup, il y a plein d'humoristes qui correspondent à plein de sensibilités et tu vas piocher un peu dans ce qui te convient à toi. Ouais, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu, sur l'humour, c'est que plus t'es un peu imprévisible dans ce que tu dis, plus tu sors des trucs qui sont pas du tout attendus. Ah, alors après, oui, je pense que l'impro, favorise, l'humour. Ah ouais? Ouais. Parce qu'il faut être au tac au tac. Tu vois? La vanne, moi j'ai grandi, tu vois, dans le 93 avec tu vois, pas dans les cités, mais j'ai côtoyé en fait, tu vois, à travers le sport, l'école et ça vannait vachement quoi, tu vois? Et moi qui suis différent physiquement, j'en prenais plein la gueule, Mmh. mais j'en remettais aussi, tu vois? Ouais, et ça, tu vois, je trouve ça hyper intéressant parce que, tu aurais très bien pu te renfermer sur toi-même, et j'ai l'impression que tu es un peu sorti de ta coquille, tu vois? Comment tu es sortie de, cet état où tu étais timide, où tu avais peut-être de l'anxiété avec les gens, ou en tout cas, tu vois, tu te sentais peut-être différent, pour aller à un niveau où tu arrives à, performer devant une scène? Parce que honnêtement, il y a énormément de gens qui ont peur de parler en public ou de s'exposer devant les autres. Performer devant une scène, devant, tu vois, toute une équipe de tournage, faire aujourd'hui, tu vois, tu nous as parlé de Mmh. la scène d'intimité, donc c'est des choses qui font peur et tu les confrontes quand même. Comment on peut réussir à se débloquer de nos peurs et les dépasser? Alors moi, je suis quelqu'un qui adore sortir de sa zone de confort. Typiquement, quand je prenais des cours de théâtre, on faisait des sessions d'impro. Le prof nous disait: «Bon, on va faire une session d'impro». Alors, il donnait l'environnement et les circonstances. Il disait: «Bon, 2 volontaires». En en fait, je sais pas comment t'expliquer. Ma tête me disait: «N'y va pas», mais mon bras, automatiquement, il se levait. Ah ouais? Ouais et du coup, j'avais pas le choix et j'y allais C'est et je me incroyable. disais: «Bah, allez, tu vas». Et en fait, ce que j'ai enfin, je vais te schématiser tout ça. Je pars du principe que en fait, mmh, tu vois un cercle, toi, tu es au milieu de ce cercle-là et le milieu de ce cercle-là, en fait, c'est la zone où tu es le mieux et plus tu vas te rapprocher du périmètre du cercle, plus, en fait, tu as qu'une envie, c'est de revenir au centre. Parce que c'est une zone d'inconfort, plus tu vas sortir du cercle. En revanche, quand tu mets un pas à l'extérieur de ce cercle-là, qu'est-ce qui se passe? C'est inconfortable. C'est inconfortable. Sauf qu'à un moment donné, cet inconfort, bah, tu dis: «Bah, ça va, je suis pas mort». Eh ben, je suis pas mort et en vrai, ben, ce cercle, au fur et à mesure, il s'agrandit et plus tu sors de ta zone de confort, plus en fait, tu deviens confortable partout, en vrai, tu vois? Mmh.
J'adore et c'est un muscle en fait. Tu t'habitues et c'est un peu un effet domino, je pense. Parce que tu vois, si on prend l'exemple des scènes d'intimité ou autres, tu accumules des preuves que tu as réussi à faire des choses qui te faisaient très peur avant. Donc, si tu es face à quelque chose qui te fait peur, tu peux te dire, ok, là, ça te fait peur, mais concrètement, tu as Qu'est-ce qui va se déjà eu passer? ces... Ouais. Ouais, Et puis, franchement, c'est pas une vraie scène. Il y a des caméras. À un moment donné, il y aura à couper et tu reviens. Et puis après, tu te désacralises là. Tu peux dire, bon, tu vois, tu t'en parles à ta partenaire, tu mets de l'humour là-dedans. Voilà. ouais, je trouve Et tu ça passes à autre chose. Mais l'idée, c'est de pas en faire quelque chose de. de trop lourd. Ouais. Parce que C'est sinon, ça met une gêne, non seulement auprès de ta partenaire, mais aussi l'équipe qui est à côté, quoi. Oui, et surtout le fait que tu en parles. Du coup, ça décontracte un Ouais, peu, ouais, ou ouais, plus tu essayes complètement. de le dissimuler, plus justement ça devient lourd, Ouais, je ouais. pense. C'est quoi une croyance que tu avais au tout début de ta carrière que tu plus aujourd'hui? Avant, je mettais beaucoup d'importance, je sais pas si c'est une croyance ou pas, mais je sais pas si ça répond à la question, mais avant, je mettais beaucoup d'importance sur le regard des autres. Ce que les autres allaient penser de toi? Ouais, leur prisme était très important. Et les autres, c'était n'importe qui ou c'était certaines personnes? C'était des gens de mon milieu, des gens de classe sociale plus élevée que moi. Mmh. Euh, voilà, parce qu'il y a ce truc de l'imposteur, tu vois. Et tu te dis, bon, ils vont comprendre que je suis une arnaque profonde. Tu te Et sentais comme un imposteur? ouais, 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 il y a un peu de ça, tu vois. Et après, en vrai, maintenant, bon, heureusement, hein, tu vois, j'ai 48 ans. Enfin, maintenant, c'est pas que j'en ai plus rien à foutre, mais aujourd'hui, je suis comme ça. Et si t'es pas content, c'est pas mon problème, quoi. Mmh. Tu vois? Donc j'avance, j'essaie de faire au mieux, je blesse personne, en tout cas j'essaie. On est perfectible, hein, je peux être maladroit, mais je sais dire pardon. Si j'ai envie de faire un truc ou j'ai pas envie de faire un truc, je le fais pas ou je le fais. Mmh. Voilà. Ouais, ça, je trouve ça hyper intéressant parce que je pense qu'on est beaucoup à être dans ce cas-là, en fait, de donner de l'importance au regard des autres et surtout à idéaliser. Je sais pas si tu as eu ce truc-là d'idéaliser certaines personnes et de croire. Ça, je suis très curieuse de te poser la question Vas-y. là-dessus parce que c'est une situation que j'ai un peu vécue ces derniers temps. Est-ce que ça t'est arrivé d'idéaliser certaines personnes, par exemple des personnes qui étaient très connues, des personnes qui avaient le succès, qui t'inspiraient énormément au début de ta carrière et de les rencontrer et en fait d'avoir un peu une forme de désillusion? Tu veux des noms, c'est ça? Ah oui, je veux bien des Non, noms, ouais. je peux pas donner les noms, mais Mais oui. En fait, il y a un acteur, mais c'était il y a très longtemps. Après, je crois aussi que, comme je te dis, il y a très longtemps, euh, les gens changent, comme je te disais, tu mmh, vois. Et il était en plein boom de sa carrière, donc un jour je l'ai vu. En fait, j'ai de l'admiration pour l'acteur, les films qu'il a pu faire et l'acteur que c'est. Et un jour, j'ai été invité à un événement, il était là aussi, et j'ai trouvé que son comportement a été dégueulasse, quoi, tu vois. mmh. Avec les gens de façon générale, mais surtout avec les femmes. Tu vois, je le voyais avec des bouteilles de champagne, il en foutait, tu vois, il aspergeait tout le monde. Voilà, bon, je te parle de ça il y a 15 ans, 15, 17 ans. Qu'est-ce que ça t'a... Moi, j'ai de l'admiration pour des gens qui artistiquement sont très forts et qui sont en corrélation avec la personne que c'est, tu vois. Moi, je trouve que du coup, ça prend une dimension encore plus forte. Quelqu'un, alors là, je peux donner un exemple. Typiquement, Omar Sy. Moi, je trouve qu'artistiquement, je le trouve très fort, très inspirant. Et à côté de ça, je trouve que c'est quelqu'un de lumineux, d'humain et je l'ai pas beaucoup côtoyé, mais voilà, il y a une sorte d'emphase. Mmh. Et je trouve que quelqu'un qui artistiquement est très fort et à côté de ça, humainement est exécrable, ben ça s'autodétruit pour moi. C'est-à-dire que j'arrive plus à avoir de l'admiration pour lui Je suis ou elle, exactement comme toi, ouais. tu vois? Mmh. Je comprends, mais à 1000. Voilà. Mais du coup, est-ce que pour toi, il faut, il faut différencier justement l'homme de l'artiste? Ça, c'est une vraie question que je trouve que beaucoup de gens se posent cette question. Et moi, pour moi, en fait, si quelqu'un, comme tu dis, est humainement exécrable, bah, je m'en fous que ce soit un super artiste ou qu'il soit excellent dans ce qu'il fait, parce que, comme tu disais, ça annule un peu l'admiration que j'avais pour cette personne. Toi, c'est quoi ton avis sur cette Alors question? moi, c'est un avis qui n'est que propre à moi.
Moi, je peux pas différencier ça, tu vois? Je n'aurais pas envie de voir, l'œuvre de quelqu'un qui m'inspire pas humainement. Et j'en connais, hein, tu vois? Même s'ils sont très forts et cetera, je pourrais pas parce qu'au fond, je connais en off le terreau de cette personne, tu vois? L'ADN de cette personne-là. Ouais. Et en fait, ça m'inspire pas. Ça veut dire qu'en fait, ce qu'il va créer, c'est c'est de l'esbrouffe, quoi, Ouais, tu vois? Qui est pas en raccord avec lui. totalement. Et moi, je suis, Enfin, c'est n'engage que moi, c'est ce que je pense moi, tu vois? Mais après, il y a d'autres qui vont te dire le contraire. Et heureusement qu'il y a des gens différents. oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai une tradition à la fin du podcast Vas-y. avec des petites cartes qui contiennent des questions. Putain, tes cartes, vous voyez pas les papiers, on se croirait à Fort Boyard. Tu sais? C'est les trucs papier, lettres, tu vois? Je sais pas. Vas-y, On vas-y. a fait avec ce qu'on avait, Ouais, ok ouais, les non, mais amis? vas-y, Père Alors, Fouras. Mère Fouras, vas-y. tu dois, tu dois piocher une carte Ouais, il y en a et, 500 000 quand même. et répondre le plus honnêtement possible à la carte. Allez, on se croirait chez Madame Yarma qui va une voyante. Allez, celle-là. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose pour lequel tu t'en veux encore aujourd'hui? Ouais. De pas avoir pardonné mes parents plus tôt. Ah, Voilà. pourquoi tu t'en veux de ça? Parce que pendant longtemps, j'en aurais voulu d'être ce qu'ils étaient, ou en tout cas, cette vision que j'avais d'eux. Mais avec le temps, j'ai compris qu'ils n'avaient pas d'autre alternative. Tu vois? Je leur aurais voulu d'être des gens qui s'intégraient pas, qui parlaient pas mal la langue. J'aurais voulu tu vois, qu'ils n'étaient pas comme tout le monde. Mhm. Mais en fait, ce qu'ils ont été, cette imperfection-là, a fait qui je suis. Ah, Tu c'est vois? magnifique. Ouais. C'est trop beau et je trouve que c'est hyper important d'arriver à ce stade de pardon parce que on est beaucoup à en vouloir à nos parents, je pense, et à se dire mais pourquoi ils n'ont pas fait mieux? Pourquoi, tu vois, peut-être que moi j'aurais fait différemment à leur place, mais on ne sait pas si on aurait fait différemment en réalité. Et de réussir aussi, tu vois, à voir, tu vois, ce que tu dis, c'est super important de voir comment leur faille ou ce qui t'a peut-être blessé a finalement fait ta Ah force. bah, complètement. C'est pour ça que je te dis, je leur dois énormément. Cette imperfection-là a fait la personne que je suis, les leviers pour péter des plafonds de verre, en fait, c'est grâce à eux, quoi, tu vois. Mm. C'est grâce à ces conditions. Bah, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Moi, je me suis juré de ne pas vivre comme eux. Je me suis juré de ne pas avoir ouais, les mêmes conditions de vie, d'avoir une reconnaissance. Il y a un truc, tu vois, je travaille sur un autre projet tu vois, je travaille sur le biopic de Jacques Vergès. Et en fait, ce que j'ai compris, le point commun que j'ai le seul point commun en tout cas que j'ai avec lui, c'est que j'ai compris que ce mec-là, il est devenu avocat parce qu'il voulait regagner la dignité en fait de son père, quoi, tu Mm. vois. Et moi, j'ai le sentiment, à travers tout ce que j'ai pu lire et voir sur cet homme, c'est un peu ça. J'ai le sentiment que moi, tout ce que j'ai voulu faire, c'est ouais, c'est faire regagner une certaine dignité auprès de mes parents qui ont tout perdu. C'est Tu vois. incroyable, ouais, c'est très beau et c'est hyper inspirant, je trouve. Aujourd'hui, ta relation avec eux, elle est comment? Bah, maintenant, il est déconnecté, mon père, il croit, parce que maintenant, je sais pas, il me fout la honte parfois. Mon père, typiquement, je suis allé faire des courses avec lui il y a quelques jours dans un supermarché asiatique. Et on passe à la caisse et mon père, il dit, la dame dit c'est tant, donc on paye. Et mon père, il fait, c'est mon fils. Oh, Tu c'est vois, trop et il me mignon. fout la... Non, non, c'est pas mignon. J'adore. C'est pas mignon du tout. Pourquoi? Parce qu'il me fout la honte. Je suis pas là pour ça, moi. Et en plus, les gens, ils me tapent la conversation après. Moi, j'ai... Tu vois? Ouais, mais il te fait travailler sur le regard des autres. Mais en vrai, c'est juste qu'il est... Ouais, Il est fier. ouais, mais voilà, c'est ça. C'est C'est qu'il beau. regagne... Ouais, mais moi, ça me fout la honte. Ouais, mais c'est bien, c'est qu'il te fait travailler sur le regard des Non. autres, je te promets. Ouais. Et finalement, ça montre que tu as un peu accompli ton objectif parce qu'il se sent tellement fier Ouais, ouais, ouais. qu'il ressent, tu vois, moi je trouve ça incroyable. C'est super beau. Ouais, mais c'est un truc de... Ma fille pourrait faire ça. Elle a 8 ans, ok.
Mon père, il a 79 ans, tu vois? Mais c'est beau, ça veut dire Ouais. qu'il s'autorise à, à être, tu vois, émerveillé. Ça montre à quel point il est fier de toi et il est fier d'être ton père. Moi, je trouve ça magnifique. Bah, Mais écoute, je comprends. Ma mère, elle fait ça de temps en temps à mon niveau, donc je sais que c'est pas mais c'est ouais. trop mignon. Trop bien. Merci Frédéric, Merci à c'était toi. top. Merci et puis, je mettrai le lien de ton Insta et Ouais, tout le OK. reste. Super. À très bientôt. Ciao. À bientôt.